Je suis ravie. Alors, comme juriste, c'est toujours des recherches un peu différentes qu'on fait, surtout dans ce type de cadre, puisque, en fait, je vais adopter une grille d'analyse qui est tirée du droit, mais qui forcément, dans une situation finalement d'urgence, n'a pas encore donné, à part les réglementations qui ont été choisies, d'études tellement poussées. Il y a des études doctrinales sur les ruptures du contrat de travail et sur les mesures qui ont été prises, mais pas tellement sur les inégalités. Je suis ravie d'être là et j'ai beaucoup appris de cette première table ronde. Et en fait, je vais faire écho sur plusieurs points en ce qui concerne certaines discriminations qu'on retrouve liées à cette crise sanitaire. Donc, j'ai décidé en fait de plutôt prendre l'angle de la question des discriminations indirectes fondées sur le sexe qui en fait interviennent en raison du télétravail. Donc, c'est une question spécifique, mais vous allez voir, elle a une certaine pertinence parce qu'elle cherche à parler à la fois des personnes qui font du télétravail et de celles qui ne peuvent pas faire de télétravail. Donc, dans notre article collectif d'Hélène, Réjeanne, Martha et Anne et moi sur les inégalités entre les sexes suite à la crise, donc je n'ai pas de diaporama, nous avons montré que donc, cette crise et les mesures qui l'ont accompagnée ont révélé ces inégalités structurelles dont on a parlé, à la fois parce qu'elles ne réduisent pas finalement, même si on a vu qu'il y a quand même des changements, les tâches familiales et domestiques, et il y a une répartition qui peut peut-être évoluer, mais quand même, les femmes sont souvent très sollicitées. Et en fait, curieusement, la crise sanitaire en France, quand je compare, je suis franco-américaine avec les États-Unis, même s'il y a eu des mesures de Trump, ont été assez favorables finalement, ont été assez généreuses en matière de financement, finalement du chômage partiel, etc. Les lois, les ordonnances et les décrets donc, ont quand même voulu assouplir les conditions du confinement en matière de représentation, négociation, d'exercice du travail, pour l'organisation du travail, on va y revenir, les congés, le lieu de travail, la durée maximale du travail, etc. Et à bien sûr encadrer les secteurs dits essentiels, la loi du 23 mars 2020 sur l'urgence. Et puis surtout cette émergence du télétravail qui était pas tellement encadrée par rapport à d'autres pays, pas autant, et qui très rapidement a fait l'objet de questions-réponses en disant qu'il pouvait être imposé sans l'accord du salarié. Bon, on y reviendra, mais normalement c'est un accord collectif, et sinon accord individuel. Donc je ne vais pas revenir sur tout ça, mais bon, il y a finalement eu pas mal de générosité, il y a eu aussi cette possibilité d'arrêt pour garde d'enfants, donc finalement une logistique assez importante en France. Avec différents arrêtés, etc. Et donc, je veux insister là-dessus, et même une réflexion sur l'obligation de sécurité après déconfinement, avec les gestes barrières, etc., éventuellement comment on allait protéger les salariés. Mais aujourd'hui, finalement, on se demande, avec le télétravail, si finalement les inégalités ne reviennent pas, surtout les inégalités de genre, et c'est ça dont je vais vous parler. Donc, deux notions avant de traiter, en fait, deux questions sur cette articulation télétravail, discrimination indirecte. Alors, deux notions. Le télétravail, qu'est-ce que c'est? Je reviens. C'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc, dans la pratique, et c'est intéressant de le dire, il peut s'exercer au lieu d'habitation du salarié ou dans un tiers-lieu, comme par exemple un espace de coworking, qui peut être une solution finalement dans les perspectives politiques publiques après, différent des locaux d'entreprise, de façon régulière, occasionnelle ou en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, ce qui a été le cas avec la pandémie. Donc, ce télétravail est régi par le Code du travail. Il y a une incitation à négocier. Il y avait déjà des articles, je pourrais vous le dire, 1222-9 à 1223
22-11 du Code du travail. Il y avait déjà un accord national interprofessionnel de 2005 qui a été justement complété par un récent accord du 26 novembre 2020 sur la mise en œuvre réussie du télétravail qui vise à compléter le cadre juridique, expliciter l'environnement juridique applicable aux acteurs sociaux et favoriser une mise en œuvre réussie. Alors, c'est surtout ça qui est frappant. On reviendra sur cet accord, en quoi il tient compte de l'égalité. Et donc, globalement, entre-temps, depuis 2020, il y a eu 700 accords d'entreprise, parce que finalement, cet accord qui est national interprofessionnel dit certaines choses qui peuvent être intéressantes, mais il faudra en fait, et ça va être ma conclusion après, regarder ces accords spécifiques par entreprise pour voir ce qu'elles prévoient du point de vue de leur impact sur l'égalité homme-femme, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est que la discrimination? Rapidement, la discrimination directe, vous la connaissez tous, c'est la situation dans laquelle, sur le fondement du sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Et puis après, vous avez les discriminations indirectes. Et c'est celle qui m'intéresse, c'est lorsqu'une disposition, un critère, une pratique, par exemple pratique de télétravail, neutre en apparence, ou une mesure gouvernementale, mais est susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs, notamment le sexe, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que ce critère, cette pratique, soit objectivement justifié, et c'est ça le problème, par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Donc, par exemple, vision traditionnelle que vous devez savoir, si on distingue le temps partiel du temps plein et que la plupart des femmes dans une entreprise sont au temps partiel, ça peut avoir un effet indirect sur les femmes. Donc, comment ça nous intéresse ici? Eh bien, finalement, la crise sanitaire a tenté, enfin les mesures, de ne pas discriminer directement. Les seules discriminations directes, et on est en train de travailler par ailleurs avec des chercheurs de Nanterre dessus, c'est l'accès aux soins. L'accès aux soins qui touche les hommes et les femmes et l'âge surtout. Donc là, peut-être qu'on a eu des discriminations en termes d'accès aux soins directement pour les femmes âgées ou les hommes âgés. Mais en revanche, pour les actifs, je dirais qu'il y aurait deux types de discrimination indirecte, fondées sur le sexe et parfois l'origine, parce que en fait, le télétravail est un mode d'organisation du travail apparemment neutre, finalement. Et les deux sont d'abord ceux qui n'avaient pas accès au télétravail à cause de leur métier clé, et je suis sûre que Bruno Parlier en parlera, exposés plus au virus, infirmiers, soignants, agents d'entretien, aides à domicile, caissières, et notamment travailleurs en situation irrégulière, qui font du care ou du ménage, et puis ceux qui étaient surexposés ou en tout cas qui pouvaient finalement faire plus de télétravail ou choisir finalement de rester et faire plus de télétravail. Et on voit une tendance, enfin, ça c'est plutôt des études, des réflexions de syndicalistes qui nous ont dit que pas mal de femmes finalement avaient choisi le télétravail quand elles avaient l'option, même après le déconfinement. Et donc, on verra cette situation. Donc, par rapport à ces deux cas de figure, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, notre article relève que les femmes représentent 43% des personnes qui ont continué à se rendre sur leur lieu de travail pendant le confinement et 80%, donc en ce qui concerne la première situation de ceux qui n'ont pas accès au télétravail à cause de leur métier clé. Et on sait que dans ces personnes, on a les aides-soignants, donc 83% des personnels de services directs aux particuliers, 66% des employés de commerce, dont les caissières, 80% et parmi les hommes, ils représentent 81% des ouvriers. On pourrait penser qu'il y a un pourcentage élevé, par exemple, d'éboueurs, donc activité essentielle, notamment pendant la crise. Mais cette étude souligne que la ségrégation de l'emploi, qui est figée dans la crise, fait apparaître, bien sûr, l'importance, la faible rémunération et les risques associés à ces métiers de contact auxquels les femmes ont été plus exposées que les hommes. Les aides-soignantes, les infirmières sont majoritairement des femmes. Le point positif, c'est qu'effectivement, et même on le voit en termes de discrimination, ces métiers ont été rendus plus visibles et une volonté finalement de sensibilisation de leur situation a permis peut-être après la crise de mieux les payer, par exemple
les infirmières, tout est relatif, et de penser à leur situation, leurs conditions de travail, de ces métiers sexués, et avant d'attendre une plus grande mixité de ces métiers à ces postes par rapport donc aux hommes. Mais cela crée quand même un désavantage particulier, car ces métiers sont exposés à un risque sanitaire dans des zones où le virus a circulé plus. Donc, je ne reviendrai pas à toutes les mesures sur les arrêts pour garde d'enfants. Je veux aussi, il faudrait peut-être regarder tout récemment, depuis hier, la prime exceptionnelle de 900 € qui a été donnée par mois pour les permittents, les gens en intermittence. Est-ce que ça touche plus les hommes ou les femmes, ces personnes qui travaillent dans l'événementiel et la restauration? Là, il faudrait voir. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les mesures neutres selon ces activités-là, en fait, cette activité, quand elles sont sexuées, crée un désavantage particulier et donc crée un effet sexué des mesures. Et donc, finalement, perpétue, fige, finalement, ne change rien à cette ségrégation de l'emploi et au risque associé à ces métiers. S'agissant du télétravail lui-même, qui est le deuxième type de mesure, on sait que c'est vu comme un privilège par certains cadres par rapport au risque sanitaire, mais qu'en même temps, effectivement, même si les femmes sont seulement légèrement surreprésentées parmi les femmes qui télétravaillent, on sait qu'effectivement, c'est les conditions d'exercice qui ne sont pas optimales par rapport à l'espace utilisé, on vient de l'expliquer, etc., la répartition des tâches domestiques, etc. Que dit l'accord interprofessionnel? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'accord sur le télétravail interprofessionnel cherche à parler quand même. Il a décidé d'adopter un article 441 sur l'égalité homme-femme. Le télétravail ne doit pas être un frein au respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'employeur s'assure de l'égalité d'accès au télétravail entre les hommes et les femmes. Alors, ça nous intéresse peut-être moins en ce qui concerne ce qui se passe à la maison, parce que ça, c'est l'accès. Et ça, on pense que l'accès, il existe. Il est même plutôt facilité finalement par cette situation dans certains choix de certains types de conciliation. Mais c'est le 442 de cet accord qui peut nous intéresser, qui dit sur la gestion des carrières des femmes et des hommes, la pratique du télétravail ne peut influencer négativement sur la carrière des femmes et des hommes. L'éloignement physique du salarié en télétravail des centres de décision ou du manager ne doit pas conduire à une exclusion des politiques de promotion interne et de revalorisation du salaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'on a peut-être tenu compte de l'effet indirect de cette situation. Je ne mentionne même pas le fait qu'effectivement, le décret du 5 mai 2020 qui parlait des arrêts de travail pour garde d'enfants a effectivement aussi tenu compte que ces personnes peuvent effectuer du care pour des personnes vulnérables, puisqu'on en a parlé déjà. Donc là, les mesures paraissent protectrices, mais finalement, elles entretiennent, elles permettent de réinciter ces personnes à réinvestir les femmes réinvestir ce genre de travail, puisqu'elles sont encouragées par des mesures protectrices et donc d'être reléguées de nouveau dans la sphère domestique. Donc, les mesures restantes qui disent qu'il faut au moins un jour de télétravail pour l'ensemble des salariés, puisqu'apparemment, dans la banque et dans certains secteurs, il y aurait finalement un retour au travail, permettra peut-être aux hommes de réinvestir l'emploi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, toutes ces mesures qui permettent d'assurer la conciliation, qui est poussée par la directive européenne sur la conciliation de 2019, ne reste pas, a permis quand même aux juges et à la Commission européenne de réfléchir aux discriminations indirectes fondées sur le sexe que ces mesures de conciliation encouragées pourraient créer. Nous avons eu, et c'est ce qu'on a mentionné dans l'article, plusieurs arrêts sur le fait qu'en France, 96% des personnes qui
qui prennent le congé le congé parental sont des femmes, veut dire que quand le retour du congé parental entraîne, par exemple, des discriminations en termes donc de retour à l'emploi, retour à l'emploi ou de licenciement à terme, l'arrêt Praxair du 19 novembre 2019 et récemment un arrêt aussi en fin 2019. Non, l'arrêt Praxair est de 2018 et un arrêt de 2019 le dit. Eh bien, ces arrêts expliquent très très bien que finalement, le fait que statistiquement, cette conciliation, elle doit être faite par les femmes en majorité, elle est plus difficile pour les femmes en majorité, veut dire que les règles de droit du travail doivent prendre en compte ce désavantage et éventuellement encadrer pour être sûr que des discriminations ne s'en suivent pas. Ça, c'est très intéressant. Peut-être nous aurons des arrêts sur le télétravail qui auraient une influence négative sur la situation des femmes qui reviennent à l'emploi après le télétravail suite au confinement ou dans cette période ici. C'est ce qu'on se posera comme question. Donc, je veux juste conclure en disant que ce qui me frappe le plus par toutes ces mesures, c'est qu'on reste au niveau du discours gouvernemental sur une neutralité, mais que finalement, il existe des discriminations indirectes par rapport notamment aux femmes dans la sphère domestique qui donc effectuent du télétravail et qu'il faudra regarder avec beaucoup de vigilance tous les accords de télétravail pour voir si elles tiennent compte des discriminations indirectes fondées sur le sexe. Voilà, et je pourrais en dire plus si nécessaire. Merci beaucoup.